tous et merci d'être présents pour cette cérémonie de clôture qui va mélanger droit évidemment mais aussi politique. On va s'intéresser au sujet suivant, 2022, une campagne présidentielle sous contrôle judiciaire. L'idée, ça va être de voir vraiment quelles sont les contraintes judiciaires qui pèsent sur les candidats avant la campagne et pendant la campagne, si ces contraintes sont de plus en plus nombreuses et surtout, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur le scrutin, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir un impact sur le comportement des électeurs le jour J. Pour aborder ce sujet, on a 3 intervenants de qualité. Aurélien Hamel, qui est directeur juridique de Total, maintenant Total Énergie, vous avez changé de nom. Pierre-Adrien Bartoli, qui lui a un côté sondeur, c'est le directeur du pôle opinion d'Aris Interactive, et monsieur Francis Spinner, avocat et maire du 16e arrondissement de Paris, à qui on va laisser la parole en premier. Monsieur Spinner, alors d'après vous, vous avez une grande expérience des campagnes électorales. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de contraintes judiciaires pèsent sur les candidats ? Alors, des contraintes judiciaires, je ne sais pas, mais des contraintes juridiques, oui. Il y a quelques années, chacun se débrouillait, et pour les plus anciens, il y a le souvenir des campagnes avec des affichages sauvages, de l'argent coulant à flot, etc. Aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a d'abord le financement, où on ne peut plus être financé d'une manière anarchique. Il y a le plafond des dépenses de campagne, et il y a ensuite la commission des contrôles des comptes de campagne. Et ça, ce sont des vraies contraintes, qui parfois d'ailleurs peuvent aller jusqu'à l'absurde. Vous avez publié un livre, votre éditeur fait de la publicité, on va considérer que c'est une dépense de campagne, tout ce qui acquiert la notoriété. On a une jurisprudence aujourd'hui qui se dégage à peu près de la commission des comptes, mais c'est vrai que c'est une contrainte. Le procès qui a eu lieu à Paris il n'y a pas longtemps sur le dépassement des comptes montre que, effectivement, c'est une réalité judiciaire et, in fine, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Chacun peut se souvenir des déclarations de Roland Dumas sur l'élection de 95 en disant qu'il avait signé mais qu'il n'aurait pas dû parce que, etc. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les balbutiements et du financement politique et des comptes de campagne. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que les campagnes ont changé de nature, et notamment le problème des réseaux sociaux. Traditionnellement, avant, il y avait une disposition de la loi 81 qui disait que la diffamation en matière électorale doit être jugée avant le scrutin. La justice, pour une fois, était rapide, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour ceux qui connaissent la 17e, on peut fêter le 2e, le 3e anniversaire du lancement de la procédure. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir une campagne digitale. Et cette campagne digitale, elle est compliquée. Je parle du point de vue des candidats, parce qu'ils peuvent faire l'objet d'ingérences étrangères, d'agressions émanant de comptes situés à l'étranger, où les réseaux sociaux ne vont pas fournir les identités, et où la sanction judiciaire de ce qu'on appelle en français les fake news, qui veut dire en réalité une fausse nouvelle, elle va être difficile. Donc ça, c'est une inconnue du scrutin. Comment on va gérer à l'avenir les réseaux sociaux lorsqu'ils vont se livrer à des campagnes, à des montages, parce qu'il y a aussi des techniques aujourd'hui très sophistiquées qui permettent de faire croire des choses. Ça, c'est un deuxième sujet. On a vu que sur les élections américaines, par exemple, on s'est posé la question d'une ingérence russe, une enquête du FBI, etc. Donc oui, aujourd'hui, les campagnes électorales sont évidemment de plus en plus sujettes à ce qu'il y ait des problèmes juridiques, des problèmes judiciaires. Et puis le dernier point, mais c'était la dernière campagne électorale, c'est-à-dire est-ce qu'une mise en examen dans le code de procédure pénale, même 2 jours avant le scrutin, rien n'interdit à un juge de mettre en examen un candidat. Dans le passé, il y avait ce qu'on appelait la trêve judiciaire, c'est-à-dire que des magistrats pensaient que mettre en examen, enfin à l'époque on disait inculper d'ailleurs, inculper quelqu'un à l'approche d'un scrutin, c'était fausser le suffrage universel. On a vu avec l'affaire Fillon que certains n'avaient pas ces scrupules et ils ont pensé que c'était leur devoir de le faire, avec une célérité d'ailleurs remarquable qu'on aimerait voir dans toutes les affaires et vis-à-vis de tous les justiciables. Bon. Mais ça, c'est les problèmes des aléas judiciaires. Quand un député du parti au pouvoir tape à coups de casque son concurrent, c'est une affaire manifestement complexe parce que ça fait 3 mois qu'elle n'est pas jugée, 3 ans qu'elle n'est pas jugée, puis il y a d'autres affaires qui vont plus rapidement, même si elles présentent une certaine complexité. Donc c'est sûr que l'homme politique aujourd'hui se sent dans une
situation vis-à-vis de l'institution judiciaire qui n'est pas forcément celle de la sérénité et qui a le sentiment que parfois il peut y avoir un parti pris. Ce qui a été aggravé d'ailleurs par la création du PNF, parce qu'avant certains pouvaient espérer une certaine tranquillité dans des contrées judiciaires plus calmes, et la centralisation à Paris, avec le choix des nominations qui avaient été faites à l'époque, peut peut-être donner un certain sentiment d'injustice. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'idée de vide jurisprudentiel. Si on prend la campagne de 2022, imaginons qu'il y a une semaine du premier tour, une puissance étrangère ou des comptes anonymes commencent à diffamer un candidat sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le candidat et son équipe de campagne, ils ont quoi comme outil juridique à leur disposition? Ils n'ont rien, c'est ça? Ils ont en apparence la possibilité de déposer plainte, mais dans la pratique, cette plainte ne sera pas tranchée avant le scrutin. Donc ça veut dire que ça sera un handicap de devoir faire des grosses explications et d'essayer de démonter les choses. Et autre petite question sur tout ce qui est, on va dire, gestion des comptes de campagne. La loi, elle est entrée en vigueur pour la présidentielle de 95. On a l'impression que pendant la période, on va dire la campagne de 95, il y avait une certaine tolérance. Aujourd'hui, c'est vraiment tolérance zéro, c'est ça? C'est tolérance zéro. Alors après, est-ce qu'il faut revoir les montants? C'est une première question. À la fois et dans le financement et dans les dépenses. Ça serait quand même curieux que la politique soit le seul domaine où il n'y ait pas d'inflation possible et où finalement 1 euro de 95 vaille 1 euro de 2022. Deuxièmement, aujourd'hui c'est heureux, il n'y a plus ces campagnes, ces débauches d'affiches, etc. Mais la communication digitale, elle coûte aussi de l'argent. Donc ce sont de nouvelles techniques de communication. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire? Il faudrait régulièrement pouvoir évaluer l'évolution de la vie démocratique. Là, on va se retrouver, alors espérons que non, mais moi j'ai fait une campagne sous Covid, c'est plus la même manière de faire campagne. Donc ça suppose des moyens différents, parfois plus chers, parfois on fait des économies, mais c'est un vrai sujet. Alors, ce qui est très intéressant dans l'idée de diffamation sur les réseaux sociaux que vous mentionniez, c'est à la fois donc le vide de la jurisprudence, les candidats qui peuvent se sentir démunis, mais concrètement, Pierre-Adrien Bartholdi, vous qui êtes sondeur, est-ce qu'une diffamation sur les réseaux sociaux, vous avez mesuré en fait un impact concret sur les intentions de vote? Alors, diffamation, je ne sais pas, mais en tout cas, des informations nouvelles apportées aux électeurs ont forcément un impact sur le vote. Il y a aujourd'hui, et c'est de plus en plus fréquent, et c'est ce qui explique notamment les différences qu'on peut voir entre les sondages faits très en amont et les résultats, à peu près 1/4 à 1/3 du corps électoral, pour une élection lambda, qui se décide dans les derniers jours, c'est-à-dire après l'interdiction de publication de ce type de données. Donc à partir de là, même des informations qui sortiraient le samedi, par exemple, à partir du moment où on ne peut plus commenter de sondages ou commenter d'études ou parler de ce sujet-là, pourraient avoir un impact sur ce tiers d'électorat, grosso modo, qui ne s'est pas encore déterminé. Alors souvent, c'est des gens qui hésitent entre deux candidats. C'est rare qu'on embrasse tout le spectre et qu'on change complètement en 2 jours. Mais néanmoins, l'hésitation étant là, oui, c'est possible que ces événements aient un impact jusqu'à la dernière minute. Alors pour l'instant, on a juste finalement un exemple dans une campagne présidentielle. Vous vous souvenez du 2e tour en 2017 où 24 heures avant le 2e tour, il y a eu des informations comme quoi les équipes d'Emmanuel Macron avaient commandé de la cocaïne au lieu d'Haribo, etc. C'était totalement des fake news. Est-ce que vous, les sondeurs, vous avez été quand même en mesure de quantifier, on va dire, l'impact de cette fake news? Nous, on aurait pu le mesurer si on avait eu un intérêt à le faire, parce qu'à partir du moment où nous, on ne peut pas sortir de sondage à ce moment-là, les sondages s'arrêtent. Et en fait, il faut savoir que dans la mécanique, mais c'est un peu un autre sujet, on arrête de mesurer du vendredi midi jusqu'au dimanche matin, et on reprend les mesures confidentielles le dimanche matin pour avoir des tendances en fin d'après-midi. Aurélien Hamel, sur les points qu'on a évoqués pour l'instant, c'est-à-dire compte de campagne, diffamation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, on a 2 phénomènes différents. On a le rôle du droit et de la justice dans le contrôle des opérations électorales. Et là, c'est les comptes de campagne, la propagande électorale, si on prend les termes consacrés dans la loi de 81,
et d'ailleurs le déroulement des opérations de vote. Et là, on voit qu'il y a un phénomène américain, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore en France, sur l'intervention du juge dans le vote pendant qu'il se déroule. Et puis on a un autre phénomène qui est l'impact du droit et du judiciaire sur la campagne. Et c'est un peu autre chose. Et ça, c'est l'exemple, effectivement, de la mise en examen qui intervient avec célérité dans le cadre de la campagne électorale en 2017 à laquelle Francis faisait référence. Si je prends le premier point, on peut élargir un petit peu, et je rejoins Francis sur le rôle des réseaux sociaux et du digital, qui est une nouveauté majeure des 10 dernières années, et ça s'est accéléré, certainement avec le Covid. La loi de 1880, la justice ordinaire en France et ailleurs n'ont pas prise dessus, pas à la bonne vitesse, pas à la bonne dimension. Et finalement, la justice, c'est un peu autre chose. Regardez ce qu'a fait Facebook et ce qu'a fait Twitter. Dans le cadre de la campagne américaine, ils ont eux-mêmes fait une forme de régulation de la liberté d'expression sur Twitter, sur Facebook, avec le candidat Donald Trump. Facebook s'est doté d'une cour suprême interne. Alors, c'est pas le nom officiel, mais c'est comme ça que la presse américaine l'a qualifié. Je crois que ça s'appelle le Oversight Board ou Oversight Body, qui est composé de personnalités très qualifiées, d'anciens juges très éminents aux États-Unis, et qui ont ce rôle d'ultime modérateur des contenus publiés sur Facebook. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que demain, le juge du contenu des messages, éventuellement des fake news sur les réseaux sociaux, ne sera pas le juge de la 17e chambre, parce qu'il n'ira pas assez vite, ce sera le juge de Facebook. Et c'est l'avènement d'une justice privée, alors? C'est effectivement l'avènement de justice privée, parce qu'on a affaire à des plateformes qui sont mondialisées, qui ne sont territorialisées nulle part, sauf peut-être un peu aux États-Unis. Le juge américain, d'ailleurs, qui consacre la liberté d'expression, il y a encore de la jurisprudence récente là-dessus, n'intervient pas dans ce genre de choses. Donc, fondamentalement, oui, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il faudra se tourner vers ce juge privé qui est le Oversight Board ou le modérateur de Facebook ou de Twitter ou autre. Ça, c'est quand on est sur le web officiel. Et puis après, il y a le problème du dark web et des sites qui sont moins contrôlés, qui sont hébergés en Russie ou en Chine et avec lesquels on a moins d'outils de modération, de régulation. Mais vous pensez que les candidats seraient prêts finalement à confier la destinée de leur campagne à des entreprises privées? Parce que finalement, l'entreprise privée, contrairement à l'État, peut aussi avoir des intérêts qui lui sont propres. Tout le monde a des biais, les entreprises privées en ont sûrement plus d'ailleurs que l'État et ses agents au sens large, y compris les juges, évidemment. Maintenant, je ne sais pas si on a vraiment le choix. Aujourd'hui, à défaut de pouvoir intervenir par l'outil régalien étatique, je pense que les candidats n'auront pas le choix que de s'équiper pour comprendre comment cela fonctionne et être prêt à saisir le modérateur, saisir l'oversight body pour essayer de faire cesser des communications diffamatoires ou des fake news sur Internet. Juste en ping-pong en réaction, je ne sais pas comment vont réagir les candidats. Ce qui est sûr, c'est que les Français, les citoyens, eux, ne seront pas forcément choqués, parce qu'il faut bien avoir en tête que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, la justice a très mauvaise presse en France. On a à peu près un tiers des Français qui fait confiance à la justice contre 2 tiers qui ne fait pas confiance à cette institution. Et quand on voit des niveaux de confiance qui sont attribués à des acteurs privés, grandes entreprises, et les réseaux sociaux en font partie malgré toutes les polémiques qu'il peut y avoir, je ne suis pas convaincu à ce stade qu'il y ait une plus forte défiance de la part des Français si c'est un juge entre guillemets privé ou interne de ces réseaux sociaux qui venait à juger ou modérer les propos qui étaient portés par les candidats. Et on sait aussi qui des électeurs de droite ou des électeurs de gauche ont le plus confiance en la justice, et la réponse est un peu surprenante. Et ça, c'est la grande question. On a en fait une sorte d'arc de population qui va des sympathisants du Parti socialiste jusqu'à Emmanuel Macron compris, qui ont une plutôt forte confiance dans la justice. Donc on est sur des niveaux, encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais de 50%, 60%, 65% au maximum. Et 2 grands pôles de défiance qui sont les électeurs, on va dire, de gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon pour parler clairement, et de l'autre côté, les électeurs d'extrême droite, mais aussi de droite. On a à peu près 40% des sympathisants des Républicains seulement qui aujourd'hui font confiance à la justice, et ça s'explique notamment par différentes histoires politiques récentes qui ont un tout petit peu entaché cette confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si en 2022, il y a un candidat d'extrême gauche ou de droite qui est pris dans une affaire judiciaire, finalement, ça ne va pas lui porter un préjudice si important que ça, c'est ça? En fait, tout va dépendre du socle d'image du candidat. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, retenir sur cet aspect-là pour la partie opinion. L'impact sur la campagne va dépendre de l'image préétablie du candidat. Et on a beaucoup d'exemples par le passé qui nous montrent à la fois comment ça peut marcher en faveur d'un candidat ou à l'inverse, qui va gréver la campagne. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la campagne de François Fillon, c'est exactement ça. Si ça prend très fort dans l'opinion et si ça décroche
pas uniquement lié à ce sujet-là d'ailleurs, mais bon, si ça décroche très fort après la sortie des affaires, c'est notamment parce que l'image préétablie de François Fillon est une image d'honnêteté, qui imagine le général de Gaulle, etc. Et c'est cette dissonance entre ce qu'il était avant et l'affaire qui sort qui crée le décrochage. Alors qu'on a d'autres responsables politiques, entre guillemets pris, ou en tout cas qui ont affaire à ce type d'affaires-là dans des campagnes électorales, qui eux ne sont pas du tout attaqués de la même manière par leurs électeurs, parce que par définition, leur image au départ n'était pas celle-là. Le meilleur exemple, c'est Nicolas Sarkozy. Nous, quand on mesure la popularité de Nicolas Sarkozy, elle décroche très très peu à chaque fois qu'une affaire sort. Extrêmement peu. Et vraiment à un niveau presque zéro chez ses sympathisants. Parce que le deal de départ, l'image de départ de Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui veut faire les choses, quelqu'un qui met les mains, et si parfois il faut se mouiller pour y arriver, tant pis, on l'accepte. Donc on n'est pas dans une attitude qui est complètement dissonante avec ce qu'il était, et la confiance ne décroche pas, en tout cas décroche beaucoup moins que pour d'autres responsables politiques. Alors on va revenir quelques minutes en arrière sur cette idée de justice privée. Monsieur Spinner, ça vous paraît une dérive dangereuse ou une mesure pragmatique ? En tant que républicain, elle est inacceptable. L'État, c'est justement l'arbitre. Et une personne privée n'est pas arbitre. Vous avez souligné les intérêts qu'elle peut avoir. Et là, on est, si j'ose dire, dans le cumul idéal d'infractions, puisque c'est à la fois des intérêts étrangers et privés. Puisque en France, la haute cour de Twitter ou de Facebook, elle n'a aucun pouvoir. Donc c'est vraiment le pouvoir de ces plateformes. Donc je comprends qu'aux États-Unis, ça puisse avoir un sens. D'abord parce que la vie politique y est plus simple. On n'est pas dans un multipartisme exacerbé, qu'on est dans des réflexes juridiques et qu'ensuite ça se passe sur place, il y a un droit de suite. Mais je ne conçois pas qu'en France, les candidats à l'élection présidentielle soient tenus de pouvoir être sous la censure ou l'approbation, la coupure d'un compte, etc., encore une fois, d'une institution privée étrangère. Maintenant, une fois que l'on a dit ça, il y a la réalité, et évidemment, un candidat ne pourra pas négliger la haute cour de Twitter, même si les règles de nomination y sont surprenantes, et donc ça sera un vrai sujet. Après, il faudra voir ce qu'en dira le Conseil constitutionnel, et je pense qu'un jour, le Parlement devra se pencher sur cette question du vote, de la propagande électorale, pour reprendre le terme exact, et de voir comment, effectivement, on peut se donner les outils pour éviter ce genre de choses. Alors, on peut tout imaginer, y compris ce que font les pays totalitaires, bloquer les réseaux pendant la durée de la campagne. Enfin, mais je veux dire, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais il n'est pas acceptable qu'un intérêt privé étranger puisse être régulateur de la campagne. Justement, pour combattre, et ça c'est paradoxal, pour combattre des influences étrangères, on fait confiance à des firmes étrangères. Donc oui, c'est un certain... Non, on ne leur fait pas confiance, mais... on leur dit, vous êtes le seul recours. Non, il est hors de question de leur dire qu'elles sont le seul recours. Ça, c'est impensable et inacceptable. Mais dans la pratique d'une campagne, les candidats seront peut-être obligés de monter des équipes qui devront s'adresser à ce type d'instance. Mais c'est un recul démocratique sévère. Alors il faudra trouver d'autres manières de faire. Pas avoir quelque idée, mais on pourra imaginer qu'à un moment donné, on puisse créer des infractions. Après tout, il y avait bien dans le temps l'infraction d'intelligence avec l'ennemi. On peut créer l'infraction de mise en cause de la sincérité du scrutin et de dire aux étrangers, certes, ça se passe loin de chez eux, mais nous allons nous y intéresser. Le problème, c'est que ça sera a posteriori. Monsieur Hamel, une réaction ou... Je rejoins Francis, ça n'est pas une situation satisfaisante. Maintenant, effectivement, il y a un principe de réalité qui s'impose. Cela étant, encore une fois, je pense que le judiciaire, au sens où on le connaît, est mal armé pour gérer la réalité, la rapidité, la profondeur de diffusion sur les réseaux sociaux et de manière générale sur Internet. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une émergence d'une idée de régulation, et c'est le projet de la Commission européenne avec le Digital Services Act, qui n'est pas conçu du tout pour les opérations électorales, qui est conçu pour, en réalité, la vie en ligne du consommateur et dans une certaine mesure du citoyen, et encore. Mais on voit bien que cette idée de régulation
avec des obligations fortes et plus fortes que ce qu'on connaît aujourd'hui qui vont peser sur ces grandes plateformes, ça fait son chemin. Et si ça s'impose au niveau de l'Union européenne, et ça va finir par être le cas, ça aura un poids politique fort, y compris vis-à-vis de ces géants que sont les GAFAM. Donc ça, c'est, je pense, une réalité qui va être très évolutive dans les années qui viennent. Et je voulais revenir un petit peu en arrière sur l'impact que la décision d'un juge, d'un procureur, d'une autorité judiciaire peut avoir sur la campagne. D'autant on voit venir des États-Unis des tendances assez inquiétantes sur la place du juge ou du juge privé, celui dont on vient de parler, dans les opérations électorales. D'autant il y a quelque chose qui n'est pas une tendance forte ou lourde, voire inexistante aux États-Unis, mais qui est une tendance européenne et française, c'est la manière dont les autorités judiciaires et le juge vont s'appuyer sur des faits qui sont des faits purement politiques pour les qualifier judiciairement. On va prendre un exemple qui est très simple, qui n'est pas intervenu dans le cadre d'une campagne électorale, c'est la réaction judiciaire aux plaintes qui ont été déposées pour la gestion dite défectueuse de l'épidémie de Covid et des premiers instants de la crise au début de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que, de toute évidence, et notamment par la perquisition qui a eu lieu au domicile et au ministère du Premier ministre et de différents ministres du gouvernement, il y a une forme d'inhibition de la vie politique, puisque de toute évidence, si l'acte politique est jugé à l'aune de critères de négligence fautive, on a un impact majeur de l'activité judiciaire sur la vie politique. Et ça peut avoir quelque chose de gênant, parce qu'on a un glissement où on jugeait avant des faits fautifs intentionnels avec une causalité directe, par exemple en matière de financement, et je ne prends aucune affaire en particulier, mais s'il y a un fait fautif, c'est un fait fautif direct, volontaire, intentionnel, de contourner une règle de financement. Très bien, c'est assez classique en droit pénal, ma foi. Après, il y a une question d'opportunité, de plafond, et je rejoins ce que disait Francis sur l'inflation, mais là on n'est plus dans le droit pénal, on est vraiment sur le droit électoral, et sur la nécessité peut-être d'augmenter les plafonds. Mais si on regarde le glissement qui s'est opéré, on est passé de quelque chose d'assez classique en droit pénal à quelque chose de fondamentalement nouveau, où le juge porte une appréciation politique, et on voit que c'est une tendance qui est partagée par tous les juges en France. Regardez la décision du Conseil d'État sur la suspension de l'assurance chômage, ou d'une partie de la réforme de l'assurance chômage récemment, pour des motifs d'opportunité, de calendrier. C'est dit comme ça dans la décision, c'est pas le bon moment. Et on voit aussi que dans ce traitement judiciaire qui n'a donné lieu à aucune décision sur l'épidémie de Covid, on voit très bien que la question semble se poser sérieusement de qualifier pénalement l'incapacité qu'aurait le gouvernement à empêcher une épidémie ou l'ampleur d'une épidémie. Et donc là, c'est prométhéen quand même, enfin, c'est vertigineux. C'est-à-dire que le fait purement politique de mal gérer, réellement ou vraiment, peu importe, réellement ou supposément, c'est pas le débat, enfin, c'est pas mon débat, mais le fait politique de mal gérer une crise, une épidémie, pourrait avoir une conséquence judiciaire. Moi, je trouve ça vertigineux, proprement vertigineux, parce qu'on est véritablement dans le politique. On n'est, à mon sens, pas dans la négligence fautive judiciaire telle que moi je l'ai connue quand j'étais avocat et que je faisais ce métier-là. Et d'ailleurs, on est le seul pays, parce que j'ai regardé un petit peu autour de nous, on est le seul pays à se payer ce luxe. On est le seul pays à se payer le luxe de se poser la question d'une responsabilité pénale, parce qu'on aurait mal géré, on aurait mal fait son boulot de politique, en fait. Regardez les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Allemands, ça n'existe pas. Il y a des actions civiles, il y a des actions pénales sur des faits fautifs contribuant directement à financement de campagne, des choses comme ça. Mais cette question du fait purement politique qui peut être une responsabilité pénale, ça n'existe pas ailleurs, et je pense que c'est aussi un danger par rapport à la sérénité des opérations électorales. Monsieur Spinard. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, et c'est pour ça que je pense qu'il faut défendre cette institution trop décriée qu'est la Cour de justice de la République. Parce que, sauf à vouloir admettre que finalement, c'est la République des juges, et c'est le juge qui dit « vous avez bien gouverné, vous avez mal gouverné, c'est une responsabilité pénale », l'avantage de la Cour de justice de la République, c'est que même si elle est présidée par un magistrat, ce sont des gens qui ont exercé des responsabilités politiques et qui donc n'admettront pas, et ils ont raison, que justement on confonde il y a deux dangers pour l'action publique. Le premier, c'est le principe de précaution poussé à l'extrême. Parce que si le principe de précaution est doublé d'une responsabilité pénale, ce sera la consécration de l'immobilisme. Et le deuxième sujet, c'est effectivement prendre une décision. Parfois, on ne prend pas la bonne décision, on prend la moins mauvaise en l'état de ce que
le politique a à sa disposition, et que ce soit un juge qui n'a pas tous les tenants, les aboutissants, le contexte, la lecture, c'est un danger pour la démocratie. Et c'est pour ça que j'ai toujours été partisan du maintien de la Cour de justice de la République. Et dernière chose, Aurélien dit effectivement, ça n'existe pas ailleurs, avec une seule excuse peut-être, c'est qu'ailleurs il arrive que les ministres démissionnent lorsqu'ils ont failli, ce qui n'est pas malheureusement dans la culture française. Et ça renvoie effectivement à l'exercice de la responsabilité politique. Du côté de ceux qui sont titulaires d'un mandat électif ou d'un poste gouvernemental, et d'ailleurs du côté des électeurs, puisque les électeurs, et ça a été déjà un peu dit, manifestement censurent assez peu une responsabilité, qu'elle soit politique ou autre. Ce qui peut peut-être rassurer les candidats, c'est que cette négligence fautive, donc pour l'instant on en a un exemple, c'est Édouard Philippe pendant la crise sanitaire, n'a eu aucun impact sur sa popularité. Il a été... Aujourd'hui, il fait partie des hommes politiques les plus populaires et sa gestion de crise a été plutôt saluée. Qu'est-ce qui vous permet de dire... Vous savez, il y a mieux que les sondages. Il y a un truc qui est mieux que les sondages, ça s'appelle l'élection. Ben moi, je constate... Notamment au Havre. Ben je constate que M. Philippe, contrairement à beaucoup de maires sortants, n'a pas été élu au premier tour, et je pourrais vous citer la liste des maires élus au premier tour, et qu'il a été élu au deuxième tour après un ballottage avec un score qui n'avait rien d'exceptionnel par rapport à beaucoup de grands maires que je connais. Peut-être on va plutôt faire appel à un sondeur qui va trancher et qui va... Non, le sondeur ne va pas trancher, parce que si on va continuer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si un jour vous voulez le faire, je le ferai avec plaisir, les sondeurs qui ne font jamais preuve d'humilité, se sont un peu crachés lors des dernières élections régionales. Je vous signale on n'arrêtait pas à coup de sondage de nous expliquer que le Rassemblement national allait prendre 3 régions, et on a vu le résultat. Donc j'ai beaucoup d'estime pour les enquêtes d'opinion, parce que ça peut être un instrument utile, mais quand il joue à Madame Irma la boule de cristal en disant le vainqueur du tiercé, ça va être un tel, permettez-moi d'être beaucoup plus circonspect. Et pour en terminer sur un dernier point sur la popularité, Madame Simone Veil a été la femme politique la plus populaire. Quand elle s'est présentée aux élections, elle a fait moins de 10%. Voilà. Non, alors, très humblement, et vous avez tout à fait raison, il y a une vraie différence entre la popularité et l'élection. Et c'est effectivement ce que vit Édouard Philippe, qui est plus vu, mais ce n'est pas le débat ici, comme étant un recours potentiel pour plein de gens qui ne trouvent pas d'autres repères aujourd'hui. Dans le cadre d'une campagne électorale au niveau national, peut-être qu'on n'aurait pas ces mêmes niveaux de confiance au niveau de popularité. Mais c'est un autre débat. Sur la gestion de la crise en tant que telle, pour le coup, les Français se sont montrés critiques tout au long de la crise. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'au fond, le gouvernement n'était pas à la hauteur de ce qui se passait. Alors évidemment, ce n'est pas à eux de juger au sens juridique du terme ce que doit faire le gouvernement, mais l'appréciation qui est émise était une appréciation qui était plutôt négative, et ça tout au long de la crise. Le seul bémol qu'on peut émettre, et c'est pour ça qu'on a des niveaux de popularité aujourd'hui de l'exécutif qui restent relativement élevés par rapport au plancher qu'on a pu connaître lors du quinquennat précédent, c'est parce que les Français reconnaissent malgré tout que les circonstances externes sont très fortes, et pour reprendre le terme de l'ancien Premier ministre dans un documentaire récent, ils ont fait ce qu'ils pouvaient n'était pas assez, mais on ne leur fait pas de procès en incompétence, c'est juste qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, malheureusement la crise était plus forte. C'est plutôt comme ça qu'il perçoit la séquence. Si on revient plus sur le contrôle judiciaire, donc plus sur le droit, il y a aussi une tendance qui peut, dans les années à venir, peut-être se développer, c'est l'idée de voir des juges qui vont certifier peut-être à chaque fois les résultats électoraux, comme c'est le cas aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable en France, Monsieur Hamel, d'après vous ? J'écouterai aussi Francis avec intérêt là-dessus. Les contentieux électoraux, c'est-à-dire après les opérations électorales, on connaît ça bien, ça a lieu devant le Conseil constitutionnel pour les élections nationales, le juge administratif aussi pour les élections territoriales, si je ne me trompe pas. Simplement, la question que je me pose et qu'on peut se poser collectivement, c'est de savoir si on ne va pas avoir une tendance à un hyper contentieux autour des opérations électorales au fur et à mesure que les résultats seront serrés, puisqu'on voit bien qu'il y a une polarisation très forte de la vie politique et des résultats électoraux. Grosso modo, c'est dans beaucoup de pays 50-50, c'est vrai qu'on n'a pas le bipartisme qu'ont les Américains ou les Anglais, qui est plus fort chez eux. Et d'ailleurs les Allemands aussi ont des partis qui sont peut-être plus forts. Donc je dirais que la diversité et le changement régulier de partis et de paysages politiques en France nous protègent peut-être un peu de ça. Mais là où on voit du 50-50 sur le Brexit, sur les Républicains, les démocrates, si on prend des sujets différents,
On voit que plus on est proche de la ligne de 50-50, plus le juge a un rôle à jouer. C'était très vrai aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de contentieux électoraux qui, cette fois-ci, n'ont pas été tout à fait décisifs, quoique ils ont été décisifs pour préserver l'intégrité de l'élection américaine. On n'en est pas là en France. Moi, je ne parierais pas sur le fait qu'on n'ira jamais là en France. Et qu'effectivement, on pourrait finir par le dimanche soir à 20h, alors ça c'est déjà un peu daté comme image, mais bon, c'est mes souvenirs, le dimanche soir à 20h, ne pas savoir qui est le président, parce qu'il faudra attendre que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État statue. C'est le Conseil constitutionnel pour le président. Et ça n'est jamais arrivé, ça pourrait arriver. Et je pense que la France n'est pas à l'abri de cela. Ça n'est pas souhaitable, puisqu'effectivement, il ne faut pas souhaiter que le juge, qui, comme tout un chacun, et comme moi le premier, est imparfait, soit amené par une décision technique à décider du sort d'une élection. Mais je pense que ça nous guette, nous aussi. Je suis plus optimiste, parce que d'abord, les opérations de vote en France sont beaucoup plus simples qu'aux États-Unis. Nous n'avons pas le problème du vote massif par correspondance avant l'élection, qui est considéré comme susceptible de fraude. Nous n'avons pas le vote électronique, qui est également un deuxième sujet de fraude. Ça faisait partie des recours de Donald Trump. Et donc, nous avons des opérations de vote où la fraude reste possible, mais malgré tout, ça se fait avec le contrôle des assesseurs, les procès-verbaux, etc. Nous avons une élection à 2 tours. Donc, premier tour, le paysage arrive. L'élection relativement serrée, c'était Mitterrand-Giscard en 1974, qui peut donner effectivement matière à contentieux, mais je pense que dans les années qui viennent, nous sommes relativement protégés compte tenu de notre histoire politique. Mais, après tout, l'histoire politique étant parfois, faisant l'objet parfois de surprises, pourquoi pas. Au-delà du scrutin présidentiel, il y a aussi finalement les primaires organisées par certains partis. Et là, il peut y avoir une intervention de la justice. Souvent, les résultats sont très serrés, ou peuvent être très serrés. Écoutez, pour l'instant, les primaires, quand elles ont eu lieu, il n'y a pas eu de contentieux. Ça serait de toute façon un contentieux, ou alors là, nous serions dans le domaine privé, puisque les primaires ne sont pas inscrits. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'elles sont quasiment institutionnelles. En France, les primaires, c'est des associations politiques qui les organisent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion sur les primaires, il n'y a pas de corps électoral, enfin les conditions d'accès au vote restent très floues, donc c'est vrai que c'est un contentieux beaucoup plus marginal et qui, à mon avis, ne va pas se poser, sauf si nous avons la mauvaise idée, ça a été évoqué dernièrement au bureau politique des Républicains, de faire une primaire à l'anglaise, c'est-à-dire celui qui arriverait en tête, il n'y aurait pas de deuxième tour, où là, ça risquerait effectivement d'être un peu serré. Ça pourrait donner lieu à contentieux. Moi, j'ai connu un contentieux pour la présidence d'un parti politique. Finalement, ça n'est pas allé en justice. Mais d'ailleurs, cette question de la primaire ou du contentieux pour ou de la présidence pour un parti politique est intéressante, puisque ça renvoie à cette idée de justice privée. Effectivement, on est dans le domaine purement privé. Il y avait eu, c'était quoi, la COCOES, je ne sais plus comment elle s'appelle. La COCOE, effectivement, qui est rentrée dans la postérité. Et j'ai le souvenir que pour les primaires organisées par les partis, des instances internes avaient été mises en place pour gérer des éventuels différends et contentieux. Finalement, ça n'a rien d'autre que ce que fait Facebook, dont on parlait tout à l'heure, parce que ça revient un peu à ça. Alors après, dans un périmètre qui est différent, et dans un périmètre qui est consenti, c'est-à-dire que les personnes qui participent à la primaire le font en adhérant, en réalité, alors soit en étant adhérent du parti ou des partis, soit en adhérant en tout cas à la mouvance. Et donc il y a un acte de consentement qui est fort pour tous les participants, qui est très différent. C'est prévu par les statuts. Les gens sont élus à l'avance. Il y a une certaine transparence. Mais effectivement, on est dans le domaine privé. Si ça avait été actionné, je me souviens qu'il y avait Anne Levade, qui est prof de droit constitutionnel, qui avait été nommée présidente de l'autorité, je ne sais plus quelle était son nom pour la primaire, de la haute autorité. Mais tout ça a été bien fait sur papier, ma foi. Donc si ça devait être appelé à se prononcer, c'est un système que je trouve satisfaisant sur papier. Après, il faut le voir à l'épreuve du vécu. Et c'est notre confrère Henri de Bourgard qui a succédé à Anne Levade. Voilà. En tout cas, globalement, quand on a passé, entre guillemets, toutes les épées de Damoclès qui pèsent sur les candidats futurs, est-ce que vous avez l'impression justement que les élections françaises deviennent justement de plus en plus, comme on le dit, sous contrôle judiciaire ou pas? Non, elles sont encadrées par des règles. Les campagnes, elles, sont l'objet de turbulences
nouvelle, où le juge aura ou n'aura pas son rôle à jouer. Non, la vraie rupture, c'est une mise en examen en pleine campagne d'un candidat majeur. C'est ça qui a été la vraie rupture. On pourrait espérer qu'elle ne se reproduira pas. Et c'est donc l'impact judiciaire. Plus que le rôle du droit et du juge dans les opérations d'élection, c'est l'impact judiciaire, avec, et je reviens à ça, cet élargissement de la notion de faute pénale à une négligence qui est celle de ne pas avoir été suffisamment puissant pour arrêter une épidémie, qui est un glissement dangereux, puisque dans ce cas-là, effectivement, puisqu'une simple mise en examen suffit à avoir un impact tout de même, à défaut d'une condamnation dont on espère qu'elle ne prospérera pas sur des fondements aussi lâches, au sens large, eh bien effectivement, je préfère préciser, effectivement, on peut tout de même s'inquiéter de l'impact judiciaire des décisions qui sont prises, y compris des décisions qui sont celles qui sont prises dans le cadre de la présomption d'innocence, donc qui n'ont rien de décision en fait, sur les opérations électorales, sur le sentiment des électeurs, et j'entends, et c'est intéressant effectivement, que cela a un impact, s'il y a une dissonance entre la promesse du candidat et je dirais cet impact judiciaire. Cette dissonance, elle est sûrement importante. Dans le contrôle judiciaire, il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, de plus en plus de partis sont présents à Bruxelles, doivent respecter un certain nombre de lois, peuvent se faire, entre guillemets, attraper par la patrouille, et ça a un impact aussi sur le scrutin national. Pierre-Adrien Bartoli, par exemple, est-ce que tout ce qui s'est passé avec les affaires du MoDem, du Rassemblement national, ça a eu un impact sur l'opinion ? Ça a forcément un impact, mais c'est encore une fois, c'est moins le niveau auquel ça a lieu que l'image préétablie de la personne. Si on prend cet exemple-là, oui, sur l'image personnelle de François Bayrou, ça a été terrible. Parce que François Bayrou, il a construit son image autour de cette notion de forme de sagesse, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie politique, de hauteur par rapport aux événements, de détachement par rapport à ce type de pratique-là. Et effectivement, nous, on a vu, excusez-moi le terme, dévisser François Bayrou dans les sondages et dans les codes de popularité à ce moment-là. Si on prend totalement à l'inverse, pour des affaires relativement similaires, les assistants parlementaires du Rassemblement national, également au niveau européen, on n'a pas du tout la même réaction, parce qu'on a en fait des électeurs ou des sympathisants RN qui, dès le départ, sont tout à fait méfiants vis-à-vis de ce qu'est la justice, n'y croient pas, et à partir de là, considèrent que c'est une attaque politique déguisée, et ça leur pose beaucoup moins de problèmes que des électeurs centristes de François Bayrou. Excusez-moi, parce que nous sommes en pleine session du Conseil de Paris, et je vais devoir vous quitter parce que je dois intervenir, et compte tenu des problèmes de circulation dans Paris, il faut vraiment que je parte. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Aurélien, peut-être quelques réactions sur ce qu'a dit Pierre-Adrien ? Moi, si je peux élargir un petit peu, je rejoins ce que disait Francis aussi. Je ne suis pas certain qu'il y ait un contrôle judiciaire fort en France sur l'élection elle-même. En revanche, le contrôle judiciaire sur la vie politique me semble s'élargir, et ça s'exerce en réalité entre les élections, de fait, entre les périodes de 5 ans. On peut s'interroger sur l'impact que cela peut avoir sur la confiance qu'on accorde au personnel politique en général, puisqu'en fait on a cité là l'exemple effectivement des assistants parlementaires. Alors ça va être très variable encore une fois selon qu'on est François Bayrou ou qu'on est Rassemblement national, et que donc on n'offre pas la même chose d'emblée politiquement. Mais fondamentalement, tout ça contribue tout de même à une perte de confiance dans le personnel politique. C'est le tous pourri. Bon. Et il y a quelque chose d'un cercle auto-entretenu, évidemment vicieux, qui s'installe, où ça nourrit ce sentiment. Ce sentiment nourrit, je pense aussi, y compris chez les juges qui sont des citoyens en fait, et chez les procureurs, l'engagement peut-être un peu plus aisé de procédure et de contrôle et de vérification. Donc il y a un cercle vicieux qui n'est pas très bon pour la démocratie libérale. Pierre-Adrien ? Oui, juste en réaction, je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, on sent qu'il y a une société française à tous les niveaux qui devient de plus en plus horizontale. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette sorte de verticalité du pouvoir.
à tout niveau, un niveau microscopique. On n'hésite plus aujourd'hui à annuler son rendez-vous chez le médecin qui était il y a quelques dizaines d'années le référent et on n'aurait jamais agi comme ça. On n'hésite plus à interpeller très directement son élu, qu'il soit local ou national, et parfois même physiquement, on l'a vu. Et là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait de plus en plus, ou en tout cas qu'il y ait un certain nombre de responsables politiques qui puissent être potentiellement mis en examen ou pris dans les affaires, ça contribue à cette horizontalité qui gomme un petit peu, certains vous diront que c'est un bien parce que ça permet à la société de mieux vivre et de moins d'avoir cette verticalité à nouveau. D'autres vous diront qu'au contraire on perd ce rapport au pouvoir et cette forme de respect, je ne tranche pas le débat, mais qui fait qu'effectivement qu'aujourd'hui on est probablement dans une situation où c'est moins compliqué d'avoir une relation à un responsable politique lorsqu'on est un juge que par le passé. On parle de verticalité, d'horizontalité, on va essayer de fonctionner un peu de manière horizontale pour terminer cette table ronde. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'en ai. J'en ai même beaucoup, mais... Moi j'en ai. Alors, une qui est à la fois pour un sondeur et à la fois pour un juriste. On parlait du rôle... bien. Mais justement, c'est parfait, c'est sur mesure. On parlait justement du rôle de la justice sur l'élection. Est-ce que l'opinion publique, elle, peut d'une certaine façon, même si c'est implicite, influencer la justice ? Est-ce qu'il y a un danger de cet ordre-là ? Alors, je prends le début. Oui, par définition, l'opinion influence les citoyens et les juges sont des citoyens. Après, est-ce qu'on peut faire la part des choses ? J'imagine que oui. Nous, en tant que sondeurs, on a quand même des limites. C'est-à-dire qu'on peut mesurer des niveaux de confiance dans différents acteurs, et la justice fait partie des différents acteurs dont on peut mesurer des niveaux de confiance, d'adhésion, etc. En revanche, ce qu'on ne fait jamais, d'ailleurs ça nous est interdit, c'est mesurer l'appréciation d'un jugement. Est-ce que les juges ont eu raison ou non de condamner, de mettre en examen telle ou telle personne responsable politique, et puis ça dépasse le cadre du politique. Et on ne peut pas non plus sonder le fond de l'affaire. C'est-à-dire, selon vous, est-ce un tel ou un tel qui a tué le petit, voilà. Ça, on a interdiction de le faire, et c'est normal parce que le sondeur, et par le biais du sondeur, dont les outils d'ailleurs sont imparfaits, hein, comme tous les outils, l'opinion ne doit pas entrer dans le jugement. Donc ça, forcément, nous, on s'abstient de le faire. Mais c'est vrai que le sondage, comme d'autres outils, participe à la création de l'opinion. Il y a un rétro-effet connu et qui est évident, et ça touche forcément aussi des acteurs qui sont, au-delà d'être des juges, des citoyens. Et ça pose la question du courage des juges, parce qu'il faut leur rendre cet hommage. C'est un métier difficile, très difficile, et il faut, à mon sens, beaucoup de courage quand on est juge pour prendre une décision dont on sait qu'elle aura un effet négatif d'opinion publique. Acquitter ou relaxer quelqu'un qui est poursuivi et dont l'opinion publique tient la culpabilité pour acquise. Il faut beaucoup de courage pour ça. Condamner à une peine appropriée, là où tout le monde voudrait qu'effectivement on ait des peines extrêmement sévères. Il faut beaucoup de courage pour ça. Appliquer parfois des peines très sévères à des personnes dont l'opinion publique, ou pour lesquelles l'opinion publique a nourri une certaine estime, il faut à l'inverse aussi beaucoup de courage. Donc les juges sont protégés probablement par leur statut, leur indépendance, et ça c'est une force républicaine française. Et d'ailleurs les juges, contrairement à d'autres pays comme aux États-Unis, ne sont pas élus, et c'est une force évidente qui garantit l'indépendance et qui permet de rendre pour partie perméable ou imperméable à cette opinion publique, et donc de garder son courage, qui est je pense indispensable pour l'indépendance. Simplement, on vit dans un monde de plus en plus ouvert. Vous avez aujourd'hui des audiences qui sont commentées en direct sur Twitter, ça arrive très fréquemment. Moi, j'ai connu les débuts de ça dans des grands procès de presse où, effectivement, on avait des tweets qui sortaient. On était un peu désarçonnés, d'ailleurs, en tant qu'avocat, parce que je me souviens d'exemples où j'étais en audience et même en plaidoirie, puis je recevais en même temps des SMS où on me demandait de réagir à des choses qui se passaient sur la toile, alors que le but, c'était d'être là pour les juges déjà. Et donc, on voit bien que les juges, ils vivent pas dans une bulle, et ne vivant pas dans une bulle, et faisant eux-mêmes partie de l'opinion publique, en un sens, ils ne peuvent pas être totalement imperméables. Et donc oui, petit à petit, je pense que ça percole, et qu'on a un risque, effectivement, que les juges soient tentés de ne pas prendre des décisions qui vont créer des controverses, alors même qu'ils pourraient avoir une conviction personnelle différente, basée sur les mérites d'un dossier. Donc effectivement, on a un danger. Je pense que la France aujourd'hui offre un profil qui est moins inquiétant que beaucoup d'autres pays, quand on veut bien regarder ce qui se passe à l'étranger, pourvu que ça dure.
C'est vrai que quelque part, quand on a des affaires juridiques, même nous autres, les journalistes, influençons parfois malgré nous l'opinion. C'est-à-dire que quand il y a une phase d'instruction, évidemment, la presse relaie, mais l'instruction est toujours à charge. Donc nous, on va parfois, malgré nous, relayer une instruction à charge, et ensuite, quand le procès a eu lieu, quand le candidat est parfois relaxé, qui est jugé innocent, là, c'est vrai qu'il y a peu de journaux qui vont traiter la relaxe. Oui, c'est un point intéressant. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours frappé, encore une fois, quand j'étais avocat, c'était l'importance donnée au réquisitoire dans un procès pénal. Alors, le parquet a requis. Alors, ça, c'est très commenté, beaucoup de publicité autour de ça, tant et si bien d'ailleurs que quand vous posez la question autour de vous, y compris à des gens avertis, beaucoup pensent que c'est la décision qui a été prononcée par le tribunal. Ah oui, j'ai vu qu'un tel a été condamné. Non, ça c'est le parquet qui a requis. En revanche, le lendemain, quand la défense plaide, ou une heure après, plus aucune couverture en général. C'est à bas bruit au mieux si ça fait du bruit. Et effectivement, il y a une autre différence qui est frappante, c'est qu'une garde à vue, une mise en examen, une perquisition sont très médiatisées. Un statut de témoin assisté, un non-lieu, une relaxe sont quand même très peu médiatisés. Justement, juste avant de venir animer cette table ronde, je m'étais amusé à regarder quelque chose. J'avais regardé le nombre d'articles sur la mise en examen et sur le procès d'Édouard Balladur. On était à une échelle, on va dire, de 10. Et le jour où il a été innocenté, l'échelle est de 1. C'est-à-dire qu'il y avait 10 fois plus d'articles pour dire Édouard Balladur va avoir un procès, etc. Pour 1 sur il a été relaxé et finalement il était innocent. C'est un peu triste les gens innocents, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, j'imagine que ça peut aussi avoir finalement implicitement un impact sur la vie démocratique. Pierre-Adrien, si par exemple l'un d'entre nous veut se lancer en politique aujourd'hui, on se dit mais en fait on est exposé à tellement de choses que finalement on s'engage plus. Ouais, si la conclusion est de dire que faire de la politique c'est compliqué, je vais être d'accord. Mais une crise de l'engagement en tout cas. Non, ce qui est sûr, c'est effectivement, en tout cas du point de vue du sondeur et donc via l'opinion, tout dépend de l'équation du candidat au départ, ce qui veut dire que si l'équation était entre guillemets mauvaise, avec une posture très morale, plus ça risque de décrocher fortement, et c'est assez rare que l'on voit, lorsque le jugement, l'acquittement, etc., est prononcé, une remontée, y compris chez ces personnes-là, de l'image, parce qu'elle est moins couverte médiatiquement, et parce que, et c'est le fond de la question est une question de temporalité, parce que l'image est écornée au moment où sort l'affaire dans les médias puis dans l'opinion, et c'est très compliqué quelques mois ou quelques années plus tard de remonter la pente quand on a sa propre image qui était ancrée, fondée sur une forme d'honnêteté, d'horizontalité, et de prouver a posteriori qu'on avait raison et que depuis des années on nous a mis dans une case qui n'était pas la nôtre. Il y a quelques petites exceptions quand même. Il y a quelques exceptions, mais qui ne tiennent pas forcément à ça. On a des responsables politiques qui sont passés par la case privée, vie non politique, avant de revenir avec une image transformée, mais qui dépasse très largement ce cadre-là. Moi, je pensais notamment à François Mitterrand dans les années 50, attentat de l'Observatoire, enfin faux attentat, affaire des fuites, affaire Bazooka. Tout le monde pense qu'il est mort, qu'il est exclu pour toujours de la vie politique. Finalement, 10 ans plus tard, il prend le contrôle de la SFIO, il appelle PS, et la suite, on la connaît, donc il n'y a pas non plus de fatalité. Alors, il n'y a jamais de fatalité en politique, on est bien d'accord. L'équation politique était quand même un tout petit peu différente pour François Mitterrand. Aurélien, sur tout ce qu'on vient de dire? Enfin oui, ce sont des phénix, il y a Ernest de Lorsande toujours. C'est peut-être d'ailleurs une forme de lueur d'espoir. J'espère que le débat n'a pas été trop sombre par ailleurs. Mais je voudrais finir sur une note positive d'ailleurs. Je pense que nous avons en France un système qui reste assez serein, qui garde son sang-froid et où chacun reste à peu près à sa place. Je pense qu'on n'a pas l'hystérie qu'on a pu voir aux États-Unis, qui est le meilleur exemple, encore une fois, des dérives de l'intervention du judiciaire dans la vie électorale et dans la vie politique. Il y a des tendances de fond qui sont inquiétantes et qui sont sur du temps long, qui ne sont pas sur des choses très marquantes à un instant T et auxquelles il faut qu'on soit vigilant. Et d'ailleurs, c'est un débat de société plus large, c'est-à-dire que Francis parlait du principe de précaution tout à l'heure, ce refus du risque qui va grandissant au fur et à mesure d'ailleurs qu'on le maîtrise de plus en plus. Ça c'est le paradoxe de Tocqueville, vous savez, il avait théorisé ça lorsqu'il était aux États-Unis, plus une société abaisse le niveau de pauvreté, plus les pauvres qui subsistent sont inacceptables, parce que moins il y en a, plus
plus on les remarque, et c'est tant mieux, parce qu'il y a plus de gens qui vivent bien, et plus c'est inacceptable. Le risque, c'est pareil. Moins il y en a, moins il est acceptable. Et donc, au fur et à mesure qu'on le maîtrise mieux, la réalisation du risque devient quelque chose qui est fautif, alors même que c'est peut-être inhérent à la vie humaine en réalité, ou à la vie politique, ou à la vie économique, ou à la vie scientifique. Et donc il y a une tendance de fond qui dépasse largement le cadre politique, dont il faut être au moins conscient et peut-être préoccupé. Et dans tous les cas, vous réfutez les propos de certaines personnes qui disent qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus une démocratie, on est dans un gouvernement des juges, c'est eux qui peuvent faire ou défaire les candidats. Non, je pense que c'est effectivement, si on est empirique, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas le cas. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quand même très peu de candidats qui ont été empêchés de participer à des élections par des juges. Il y a eu un impact, effectivement, de décision et de calendrier procédural, d'un tempo qui a été donné lors de la dernière élection présidentielle. Francis en a parlé, j'y reviens pas. Mais je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans le gouvernement des juges. D'ailleurs, personnellement, je pense que les juges devraient avoir un rôle peut-être parfois, alors pas forcément dans la vie politique, mais un rôle où ils vont mettre en balance des intérêts et procéder à un calcul coût-bénéfice sans que ce soit péjoratif. Donc il y a quelque chose de politique quand on fait ça, sans simplement s'en référer à la norme. Mais dans ce cas-là, la légitimité du juge doit procéder de quelque chose d'autre que le simple statut. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, la légitimité du juge, elle peut procéder de quoi? De la qualité de l'explication qu'il donne dans la motivation de sa décision. Et d'ailleurs, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont lancé des réflexions sur la manière dont les décisions de justice sont motivées. Je pense que c'est fort pour refonder la légitimité du juge. Et d'autre part aussi, les modalités de désignation. Le système le plus abouti, ce n'est pas le système du juge élu dans les États américains, mais en revanche le système fédéral où les juges sont désignés politiquement dans le cadre d'un processus qui est forcément bipartisan parce que le Sénat en fait va devoir donner un accord et une majorité qualifiée, et ensuite le fait que le juge soit à vie inamovible là où il est, et regardez les juges à la Cour suprême américaine, sont des garanties fortes aussi pour la légitimité du juge. Donc ce sont des choses qu'on peut regarder pour s'en inspirer. En tout cas la première partie sur la motivation, c'est une réflexion qui existe en France. Vous parliez donc de 2017, Monsieur Spinner aussi, ça a été vraiment d'après vous une bascule. Est-ce qu'on a pu voir cette bascule aussi dans l'opinion publique, Pierre-Adrien ? On voit la bascule, mais en fait la bascule on la voit depuis longtemps, et au fond le vrai sujet qui est derrière notre débat, c'est celle de la place du politique. Est-ce que le politique transcende les différents corps ? Est-ce que face à un journaliste, un politique peut ne pas répondre? Est-ce que face à un citoyen dans la rue, il peut ne pas répondre? Quel rapport, parfois même physique, il a avec les autres? Et donc quel rapport il a aux juges et à la justice? Ou est-ce que de plus en plus, le responsable politique est un citoyen comme les autres qui exerce une fonction comme les autres au sein de la société? Encore une fois, le débat est ouvert et c'est clairement pas le sondeur qui va le trancher. Est-ce que c'est une bonne chose que le responsable politique soit au milieu des pairs ou est-ce qu'il devrait être au-dessus? S'il est au milieu de ses pairs, ce qui est plutôt ce qu'on voit aujourd'hui et empiriquement et dans nos différentes enquêtes où la forme de respect ou de transcendance du responsable politique et d'ailleurs des autres corps intermédiaires, c'est pas une spécialité des responsables politiques, est moins reconnue que par le passé, il s'expose aussi aux mêmes risques, et c'est des risques de différentes natures, juridiques notamment. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette table ronde, c'est pas encore la fin de l'événement. Je vous invite à un apéro networking qui a lieu dans la salle Étoile. Merci à vous.